Bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot d'introduction. Depuis plusieurs années, en partenariat avec Colibri, on participe au Festival de la Terre et pour nous c'est toujours un enrichissement parce que ça nous permet de découvrir Pierre Rabhi, Paul Watson, enfin des personnes un peu remarquables, et à cette occasion-là, nous en profitons pour venir avec nos salariés en insertion qui sont en formation toute l'année sur l'audiovisuel, et à ce moment-là on fait des captations qu'on retransmet sur internet, et ça nous permet de lier le fond et la forme d'une certaine manière. Et donc cette année on souhaitait donner une dimension un peu plus élargie lors de ce festival, en vous montrant à la fois cet espace de jardin partagé qui est aussi géré par Résine, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure en introduction. Et donc c'est pour ça que cette conférence est aussi filmée. Ça nous permet de conserver un peu la mémoire de cette manifestation, et puis ça nous permet aussi de nous entraîner à la captation en plein air. Et donc j'avais demandé à Jean-Laurent Félicia, que je connais depuis un petit moment, s'il aurait été d'accord pour nous parler un peu de l'histoire des jardins méditerranéens, en lien un peu avec cette histoire du jardin partagé. Donc je vous souhaite une bonne conférence, et bien sûr ça participe à pour bien qu'on comprenne tout, à notre vision de la participation et de l'expression collective. Donc ce concept s'appelle un Media Lab, c'est-à-dire qu'une fois que le conférencier vous aura un peu émerveillé de toutes ces connaissances et de ces savoirs, vous pourrez poser des questions, échanger. L'idée, c'est que vous preniez la parole et que vous puissiez participer un peu sur cette thématique. Donc après, Farida vous passera le micro et vous pourrez vous exprimer de façon tout à fait libre. Je vous remercie et bonne conférence. Jean-Laurent. Merci Yves, et puis merci aussi à l'association Résine de m'avoir invité à participer à ce Festival de la Terre, associé bien sûr au Colibri. Je suis Colibri moi-même dans le golfe de Saint-Tropez, où je réside, pas à Saint-Tropez mais tout près, au Lavandou. Je suis jardinier de philosophie et de métier depuis à peu près 30 ans. Paysagiste par la force des choses, puisque quand on est jardinier, à un moment donné, on en arrive aussi à transformer, à reconcevoir, requalifier son jardin, et sans le vouloir, on devient à la fois jardinier, paysagiste, même si ce sont deux métiers bien distincts. J'ai pas un grand savoir, si ce n'est que de l'avoir petit à petit élaboré, échafaudé au gré des expériences, et c'est ces expériences-là que j'ai voulu appeler secrets de jardinier, que j'aimerais vous faire partager, puisque c'est un lieu de partage, et surtout vous apporter comme un témoignage selon lequel, quand on jardine, ça nous apprend surtout une chose, c'est qu'on ne sait rien. Et que plus on avance, et moins on sait de choses, parce que plus on avance, et plus on s'aperçoit que le règne du vivant est tellement ample et large, que plus on vieillira, plus on prendra de la graine, et moins on saura de choses. Et ça, c'est, je crois, la plus belle des choses qu'on peut dans la vie recevoir comme un cadeau de ce quotidien qui nous émerveille et qui chaque jour un peu plus nous émancipe à aimer la vie, le vivant et surtout l'autre. Donc heureux d'être ici parce que d'abord c'est le printemps, ensuite de faire avec vous ce tour de jardin tout à l'heure, des jardins qui montrent bien à quel point il y a une intensité dans la relation et que vous partagez très bien. Alors vous partagez à la fois la graine, vous partagez le sol, vous partagez les récoltes, vous partagez l'amour. Oh, ça fait beaucoup de choses, hein. Et moi j'étais très ému tout à l'heure parce que effectivement des lieux comme ça, on aimerait en trouver un peu comme un essaim d'abeilles de plus en plus loin de ces bases qui de temps en temps nous raffermissent, nous mettent dans une situation de résistance, parce que c'est ça la vie en fait, on est tellement dans un temps imparti court que autant profiter de ce que nous sommes dans nos différences pour être dans ce partage et cet échange de relations sentimentales. Alors ces secrets de jardinier, moi je les ai toujours appuyés sur des choses bien particulières et je vais vous les faire partager selon un sommaire qui est à peu près celui-là, parce que moi quand je pars, il faut que petit à petit
je m'épuise pour que j'aille pas trop loin. Et c'est d'ailleurs une intention que je vous mets à l'endroit de votre siège. Arrêtez-moi de temps en temps pour non pas m'interrompre, mais mettre le débat contradictoire dans le fruit de cet après-midi, comme un ver qui ronge, hein, parce que on a besoin d'échanger et de partager ce qui va faire finalement le menu de ces secrets de jardinier. Donc on va faire un petit état des lieux. Je vous parlerai aussi de ce que moi j'entrevois comme un jardinage éco-citoyen, et puis des pratiques que j'ai appris, alors quelquefois à mes dépens, par des expériences malheureuses, ou des fois par des expériences heureuses, mais que je n'avais pas forcément préméditées, qui sont arrivées un peu comme autant de miracles de la nature. Alors, bien évidemment, vous l'aurez compris, je suis un militant écologiste, pas forcément parce que adhérent d'un parti politique, mais parce que l'écologie m'a toujours attiré. Et elle m'a attiré parce que j'ai découvert au travers de l'écologie 3 écologies. Une écologie principalement environnementale, qui touche à l'environnement, à la nature, au vivant. Une écologie mentale, c'est celle qui nous habite tous et toutes dans notre pratique du quotidien, savoir comment aimer l'autre, partager, le respecter dans sa différence et aussi dans ses similitudes avec nous-mêmes. Et puis l'écologie sociale, c'est ce qui fait nous réunir aussi pour former une société. Cette société qui peut être aussi une société écologique, une société qui se veut être dans la pérennité, dans le temps et dans l'espace de notre propre espèce humaine. Alors, bien évidemment, dans l'état des lieux qu'on doit faire de ce qui nous appelle à être jardinier, il y a 2 paramètres particulièrement importants, pour pas dire fondamentaux, qui sont le climat et le sol. Vous êtes tous et toutes au courant de ce qui est aujourd'hui l'impérieuse nécessité dans notre quotidien de protéger le sol. Vous l'avez vu et vous le faites, vous le pratiquez vous dans vos jardins respectifs. Éviter que ce sol soit soumis à rude épreuve par un ensoleillement, une évaporation, une vie microbienne qui soit de plus en plus assujettie à des traumatismes, parce que ce sol-là, il est à la fois en interdépendance avec le règne végétal qui produit la matière organique et qui donc constitue le sol, mais sans quel sol, nous n'aurions pas forcément de plantes, pour vous dire à quel point le système est bien huilé, bien ficelé pour qu'il soit un seul, une communauté de vivants entre le dessus et le dessous. Et pour illustrer cet aspect circulaire, commençons déjà par ce qui fait le climat, enfin ce qu'on croit être le facteur principal, primordial d'un climat et qui n'en est pas un. Vous avez tous vécu ces 3 dernières années, j'exclus le printemps qu'on vient de vivre qui était très pluvieux, mais 2015, 2016, 2017 étaient très très secs. C'était pratiquement un déficit de pluviométrie qui a commencé à nous faire poser un certain nombre de questions, notamment par rapport à la mortalité de certains arbres. Pour ceux qui étaient à la projection de l'intelligence des arbres l'autre soir, j'en ai dit quelques mots, notamment parce que les arbres, entre guillemets, se sacrifient les uns les autres pour laisser la place à certains et donc liquider, entre guillemets, le contingent d'autres qui pourraient devenir trop concurrentiels. Alors que finalement, quand on regarde ce tableau, je ne sais pas si tout le monde arrive à plus ou moins le lire, bon, je le commenterai, la pluviométrie d'un climat n'est en rien la définition du climat lui-même. En fait, il ne faut pas croire que quand il pleut beaucoup ou quand il pleut pas du tout, le climat est en train de changer. C'est pas le facteur limitant. En fait, le facteur limitant, c'est la température. On le verra tout à l'heure dans les zones décrites par Gossman, qui était un phytogéographe avant l'heure. La pluviométrie, on a beau dire de mon temps, et on avait des orages en août. De mon temps, il pleuvait plus au printemps. Tiens, ce mois de novembre est beaucoup moins pluvieux que ceux que j'ai pu connaître. Tout ça, c'est foutaise. Ça marche pas. Ça marche pas parce que la pluie, elle va, elle vient. Elle est effectivement interdépendante du climat au niveau température, mais c'est pas un caractère fixe qui va définir, déterminer un type de climat. Alors bien évidemment, il y a des grandes saisons qui peuvent être, comme c'est le cas sur le climat méditerranéen, des hivers doux et humides et des étés chauds et secs. Mais qui dit des étés chauds et secs n'exclut pas que quelquefois on ait des épisodes orageux, qui apportent effectivement une sorte de relance de végétation, qui n'est pas souvent d'ailleurs profitable pour le règne végétal, puisque lorsqu'une plante méditerranéenne est en repos estival, il faut surtout pas l'arroser, puisque sinon on relance sa végétation, on la force et on l'épuise, voire même on la rend vulnérable à certaines maladies.
Or, quand on regarde ce tableau, moi qui depuis à peu près 20 ans relève à ma pépinière toutes les pluviométries qui se succèdent, on n'a pas de régularité. Il n'y a qu'à voir le mois d'août qu'on dit souvent très sujet à des orages. Hein. Vous prenez 1991, 0 mm, vous le prenez en 1996, il est tombé 152 mm. Vous voyez, les écarts sont fondamentalement importants, et pour autant, on ne va pas décréter qu'on est arrivé à un climat subtropical. Donc, il faut laisser tomber la pluie, parce que effectivement, elle tombera quand elle voudra, et la prendre quand elle tombe, et ça, c'est bien évidemment ce que fait le règne végétal. Quand la pluie tombe, il y a des réserves, et puis bien évidemment, il y a des semis, des germinations inattendues, quelquefois décalées, et la nature joue dans sa dynamique, je dirais, normale, en fonction de ce qui lui arrive. Si on prend par exemple l'histoire des cycles pluviométriques, hein, on a par exemple pour cette année de pluviométrie qui correspond à 2006, qui n'est pas forcément révélatrice de quoi que ce soit, une pluviométrie qui est effectivement plus ou moins classique, avec un printemps très mouillé, hein, 221 mm, mais pas tant que ça, puisqu'arrivé au mois de mars-avril, il tombe que 14 mm. Et on a un automne plus ou moins pluvieux, mais avec une précipitation cumulée sur l'année qui est faible, puisque on n'atteint pas plus de 508 mm, alors que la moyenne de pluviométrie d'un climat méditerranéen se situe entre 600 et 900 mm, où qu'on soit. Et quand je dis ça, je vous induis un peu en erreur, parce que si vous regardez ce tableau, avec toutes les villes qui y figurent, que ce soit depuis celle de Californie jusqu'à en France ou en Europe méditerranéenne, on a des pluviométries qui font de véritables grands écarts. Quand on prend par exemple San Diego, où sur des précipitations on se retrouve avec 260 mm d'eau, mais où on peut tomber à Albany, en Australie, avec plus de 1000 mm d'eau, on est pour autant dans des climats méditerranéens, mais avec des pluviométries qui sont pratiquement du simple au quintuple. Hein. Et pourtant, on peut très bien acclimater sous nos climats méditerranéens continentaux le céanote de Californie et le rince-bouteille d'Australie. Donc, une fois de plus, la conclusion, c'est que c'est pas la pluie qui fait le beau temps. Alors, qu'est-ce qui fait le climat méditerranéen ? Bien évidemment, c'est la température. Et cette température a défini des zones de végétation. Alors, sans aller dans l'explication du dérèglement climatique, cette carte qui date d'à peu près 1973, aujourd'hui, il faudrait la redessiner parce que les zones de température ont fortement évolué, et notamment la zone de l'Olivier, qui était à peu près dans cette zone de hachure, occupe aujourd'hui l'intégralité de l'Espagne, a progressé vers le nord en Afrique du Nord, pour nous dire que l'olivier, il pouvait se cultiver un peu plus haut dans la vallée du Rhône et un peu moins bas dans les déserts maghrébins, que ce soit les rives tunisiens, algériens ou marocains. Donc il y a effectivement une zone de température en perpétuelle évolution, avec des moyennes qui font que les paysages mutent. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a notamment quelques parasites, comme la chenille processionnaire, qui ont progressé jusqu'en forêt de Fontainebleau, voire même qu'on trouve en forêt noire, ou dans certains petits créneaux de température dans les pays scandinaves, alors qu'elles n'existaient pas autrefois. Alors, je vais passer rapidement sur le sol, mais il est important de connaître son sol, non pas parce qu'il y a un côté scientifique qui serait, je dirais, impérieux et incontournable à maîtriser, parce que, en définitive, le sol, là aussi, c'est juste un support. Il faut savoir qu'en climat méditerranéen, où qu'on soit, la plupart du temps, c'est le cas ici, on est sur des piémonts ou sur des éperons rocheux, où l'épaisseur de sol est très très mince, où il n'y a pratiquement pas d'épaisseur de terre, puisque la plupart du temps, quand on a culturellement ou historiquement la présence d'une agriculture de longue date, c'est qu'on se retrouve en plaine avec des alluvions à proximité d'un cours d'eau, et que là, l'activité humaine s'est installée depuis très très longtemps. Mais, il y a à peu près 1000 ou 1500 ans, la forêt, qui était beaucoup moins présente qu'aujourd'hui, donnait lieu à des espaces agricoles qui étaient partagés entre le pastoralisme
et ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agroforesterie. On cultivait sous les arbres, on avait les cochons, quand ce n'était pas les cochons, c'était le troupeau de moutons ou de chèvres, il y avait des ânes, il y avait des chevaux de trait, l'hypotraction d'aujourd'hui, et donc il y avait une espèce de métissage de l'espace qui faisait que la forêt était cultivée tout en n'étant pas forcément une vraie forêt comme celle qu'on a définie ou redéfinie aujourd'hui. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que ce sol, on y attache trop d'importance. Et notamment quand on pense à des pratiques de jardinage du style « j'arrose pas souvent, mais j'arrose longtemps parce que je veux que l'eau pénètre ». Et là, on se met le doigt dans l'œil. Ouais. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que déjà, pour 60% de l'absorption d'eau chez les plantes, elle se fait par les feuilles. 40% seulement, et même quelquefois moins, pour certaines espèces végétales, par voie racinaire. Alors vous allez me dire, donc on a 40 ans de pratiques infondées où on a gaspillé l'eau. Non, vous n'avez pas gaspillé puisque l'eau est un cycle, il est perpétuel, où qu'elle tombe, elle retourne à la source et puis elle va être dans cette espèce de circuit fermé ad vitam aeternam. Mais là où on se trompe, c'est qu'on croit que les plantes ont vocation à avoir des racines très profondes et que c'est parce qu'on arrosera longtemps qu'on fera pénétrer cette eau longtemps et en profondeur que les racines vont se développer en profondeur. Or, on oublie l'origine même de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la pluviométrie capricieuse en Méditerranée, c'est qu'il n'y a pas de saison, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de dose, il n'y a pas de volume qui soit régulier. Et donc quand il pleut, et il pleut, et les plantes se sont adaptées, ont coévolué avec ce climat, à tel point qu'elles n'ont pas de système racinaire profond, mais des systèmes racinaires étalés, les plus lointains possibles de leur propre ombre portée. Vous prenez un pin d'Alep, et que ces six sont nombreux, vous avez à peu près un système racinaire 15 fois plus loin que l'ombre portée de l'arbre lui-même. Alors pourquoi il a fait ça, l'arbre? Il n'a pas fait seulement pour aller chercher de l'eau, il a fait à la fois parce qu'il est sur un sol mince, et que le pin d'Alep est une espèce pionnière des espaces dégradés, et donc forcément il a poussé très vite, et que proportionnellement à cette croissance rapide, il a fallu qu'il déploie aussi un système racinaire tentaculaire qu'il accroche le plus loin possible de son centre de gravité, et en même temps il profite effectivement de ces pluies capricieuses, éparses et irrégulières. À chaque fois qu'il tombe une goutte d'eau, c'est tout le maillage de racines qui en profite et qui nourrit le sujet à proprement parler. Les eucalyptus, c'est à peu près 60 fois l'ombre portée depuis le centre de gravité. En Australie, c'est encore pire que chez nous. Il pleut pas souvent, mais chaque fois qu'il pleut, hein, vous le voyez sur, on l'avait tout à l'heure sur la carte de la pluie, notamment à Perth, c'est 890 mm pour une moyenne prise sur à peu près 100 ans. C'est pas beaucoup par rapport à un sol qui est très granitique et où l'épaisseur de terre ne permet pas une rétention d'eau qui puisse durer pendant des mois et des mois. Donc la plante a développé ce système racinaire en plus de ses feuillages qui sont orientés de manière assez conforme à la réception, qui font réceptacle à la moindre goutte d'eau pour pouvoir aussi boire par le feuillage. Alors quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand chose, si ce n'est que on va adapter son système d'arrosage. Hein. Quand autrefois on pouvait bien se passer des systèmes de programmation qui arrosaient pendant qu'on dormait, hein, on avait un tuyau et on reproduisait, vous voyez, avec le doigt, hein, la pluie, parce qu'on pinçait le tuyau et on faisait que reproduire la pluie par un jet qui était diffus, hein, et on arrosait. Alors effectivement, on nous disait, moi petit, ma grand-mère me disait, tu arroses pas les feuilles, hein. Mais c'était parce que c'était en pleine journée, qu'il fallait pas créer des féloupes, mais c'était surtout parce que c'était bien aussi de rafraîchir l'ambiance générale autour de la plante, parce qu'à ce moment-là, toutes les cellules, qu'ils soient mitochondries ou stomates, celles qui respirent ou celles qui jouent un rôle dans la photosynthèse, pouvaient s'ouvrir et effectivement accueillir l'eau à un moment donné de la journée, là où l'activité des cellules est intense. Hein. Donc on a aujourd'hui un peu remanié toute la pensée dite d'éco-jardinage qui s'était mise en place dans les années 70, à vouloir surtout anthropiser la manière dont les plantes fonctionnaient. Hein, comme si nous étions des modèles à transférer sur le règne végétal. Alors que le règne végétal a vraiment un mode particulier de fonctionnement. D'où, effectivement, alors vous ne le voyez pas parce que sur cette
sur ce profil pédologique du massif des Morts, on a effectivement un sol qui est relativement mince. Dans le massif des Morts, quand on a 40 cm de bonne terre, c'est déjà très beau. Ça veut dire qu'on a une forêt épaisse qui n'a pas brûlé, où il n'y a pas eu d'érosion, et où le sol s'est constitué depuis plus de 250 ou 300 ans. Et on a une dégradation de la roche métamorphique. Alors ici c'est calcaire, c'est à peu près pareil, mais avec des argilo-calcaires qui sont un petit peu plus lourds au niveau de la porosité, c'est-à-dire qui retiennent mieux l'eau que par chez nous dans le massif des Morts. Et bien évidemment, on a aussi un sol très très mince sur ce qu'on appelle le caillou, c'est la roche-mère, qui est fondamentalement ce rocher que l'on ne voit pas à cause du reflet, mais qui représente un peu cette couche imperméable sur laquelle les eaux vont glisser. Elles ne vont pas s'imprégner. Petit à petit, il y aura des oxydations, mais sur du très très long terme. Alors ça c'est important parce que effectivement, ça donne un petit peu le partage entre les deux types de végétation. Ici vous êtes en garrigue. Nous dans les Morts on est sur du maquis. La différence se fait par la nature du sol. Le sol calcaire donne lieu à une garrigue avec principalement des végétaux emblématiques comme le romarin, le chêne kermès, c'est essentiellement le pistachier térébinthe, alors que dans le massif des Morts on sera sur du myrte, du pistachier lentisque, du chêne liège bien évidemment, de la bruyère arborescente, du ciste de Montpellier, pendant que vous aurez du ciste feuille de sauge ou du ciste cotonneux. Voilà. Donc pas de grande différence de paysage, si ce n'est que on a toujours une forêt, enfin une petite forêt peu épaisse, éparse, et ce qu'on appelle un maquis ou une garrigue à frutisser avec beaucoup d'arbustes produisant des fruits, enfin des baies, avec des durées de vie très très courtes. Il faut savoir que les cistes, les lavandes, les romarins, etc. ont des durées de vie qui n'excèdent pas 8 ans, 8-10 ans. Et après, c'est la forêt plus élevée, entre guillemets, qui prend le dessus, que ce soit du chêne blanc, du pin d'Alep ou du chêne vert. Alors, nature et culture, c'est le volet que j'aurais envie d'aborder avec vous, peut-être de marquer un temps d'arrêt pour qu'on échange un peu, mais l'introduire parce que il y a effectivement ce dont je parlais à l'instant, distinction à faire entre garrigue et maquis, avec un cortège de plantes à associer de manière différenciée, et donc une présence anthropomorphique qui montre de temps en temps une modification du paysage. C'est le cas quand on se promène en forêt ici, on a encore quelques stigmates de cette agriculture d'autrefois où on retrouve des restants, des terrasses, ou encore des enclos quand les pierres, vous remarquerez, ces pierres sont posées sur la margelle des murs de manière verticale. Ça, ce sont des enclos à bestiaux. C'était pour pas que les sabots des animaux puissent franchir comme ça ces parcelles. Donc les animaux étaient contraints parce qu'ils vacillaient un peu sur les couronnements de murs. Et donc on a forcément encore un peu la présence humaine dans ce paysage qui a été petit à petit abandonné. Alors non pas parce que il y a eu un exode rural, mais parce qu'à un moment donné, la civilisation a montré que l'agriculture c'était quelque chose de dur à vivre. Enfin, vous le savez d'ailleurs pour beaucoup qui jardinaient, la terre est basse. On peut perdre à tout moment. On est dans une société aujourd'hui qui n'accepte pas de perdre, puisqu'il faut gagner tout le temps, il faut réussir. Or, semer une graine, c'est pas forcément gagner d'avance. Elle germera peut-être, si elle germe, il y a peut-être encore un insecte derrière qui peut l'anéantir. Oui. On n'est pas dans la même logique de dynamique, à savoir quand on est face à un clavier et un ordinateur, et c'est pas pour mépriser le volet numérique de votre association, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus rationnel, alors que la nature c'est tout, sauf du rationnel. En tout cas, c'est un rationnel qui nous dépasse, qui nous met dans une situation de précarité par rapport à ce que nous avons reçu comme message, comme formatage dans une société qui dit tu nais et peut-être que tu meurs pas. Alors que la nature, elle est dans la situation où elle est toujours face à ce message, elle va mourir. Et c'est pour ça qu'elle adopte des mécanismes qui sont complètement différents des nôtres. Alors, c'est bon de se rappeler que le jardin, c'est un peu le reflet de la société.
et que depuis, on va dire 1950, on a perdu 80% de nos paysans. Bon, ça déjà, dans l'impact que ça nous a un petit peu conduit, ça veut dire qu'on a perdu un certain lien avec le réel. Le temps, l'espace, le stockage, la graine, le froid, le chaud. On a aussi modélisé notre agriculture sur un format qui n'est plus celui d'autrefois, là où sur 4 hectares on nourrissait à peu près 5 personnes, voire plus. Eh bien, on a 78% de la surface agricole qui est cultivée aujourd'hui par un paysan sur 3. C'est-à-dire de grands agro-industriels et non plus des paysans. On a à peu près 120% de forêt en plus qu'au Moyen-Âge. Preuve que la forêt a avancé sur ce qui était autrefois des lisières et notamment des surfaces agricoles qui étaient en dehors de l'espace habité. On était dans le village, on partait au champ, on rentrait le soir. On a transformé à partir des années 50 ce schéma agricole en faisant des entreprises agricoles avec l'habitat au milieu. Ce qui a créé effectivement un certain nombre de déséquilibres parce que le remembrement a créé aussi cette espèce de rupture entre la ville et la campagne. Alors qu'elles étaient ces deux entités très interdépendantes autrefois. Et puis, le jardin aussi a vécu dans ces mutations des tas de reformatage. Aujourd'hui, imaginez-vous, et c'est pas un reproche que de cibler les jardins partagés, mais beaucoup d'élus, quand je suis dans la commande publique, j'ai travaillé sur des projets demandés par des collectivités, se dédouanent de ne pas vouloir reconquérir l'espace agricole en offrant en contrepartie des jardins partagés. Alors que la réalité serait de lancer un véritable projet de reconquête agricole dans l'espace public, ne serait-ce que pour assurer la souveraineté alimentaire. Que ça. Et effectivement, moi je me retrouve de temps en temps face à des élus qui me disent, alors pas tous, parce qu'il y en a des aussi très consciencieux sur ce que peut apporter un jardin partagé dans le cadre de la conscience, de l'éveil, de l'émancipation et du partage, enfin, d'un vrai lien social, mais certains, pour se donner bonne conscience et donc mettre à distance la fonction agricole que doit aussi un élu à sa propre population, ils me disent, on ne mélange pas, c'est pas de l'agriculture, c'est du jardin. Mais chacun aura son potager. Ça s'est passé dernièrement à Cogolin. Alors effectivement, c'est pas la commune la plus représentative du Var, mais j'ai bien senti qu'il y avait derrière ce projet une sorte de dédouanement. Donc je n'ai pas fait ce projet pour tout vous dire parce que c'était un dialogue impossible. J'en ai fait un à côté, à la Mole, qui était extraordinaire, où on continue sur un modèle qui va associer le jardin partagé avec une régie municipale agricole et une convention de pâturage. Donc il y aura des vaches tarines, un verger qu'occupera un paysan et des jardins partagés. Donc on aura vraiment la grande famille du modèle agricole de demain rassemblée sur un seul et même lieu, 9 hectares, au bord d'une rivière. Voilà. Et on a coécrit le projet, le cahier des charges, le règlement intérieur, pas de portable, pas de console de jeu, pas d'alcool, etc. Enfin, bref, voilà. Et donc la charte est arrivée avant le projet. C'est-à-dire que tout le monde est arrivé une fois que la charte avait été coécrite par les membres fondateurs, et c'est pas les membres qui arrivaient qui disaient moi je veux mon portable, je veux mon motoculteur, je veux pas de grelinette, etc. Donc c'était effectivement déjà structuré. Alors pour certains peut-être un peu trop rigoureusement, mais en même temps, c'est de ce modèle-là dont on parle. C'est pas d'un modèle où on serait dans l'ubérisation du jardin partagé. Alors, parce que c'est un peu la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait face à la nature des choses, à la nature du jardin, la nature de nous-mêmes. Est-ce qu'on est dans la maîtrise ou est-ce qu'on est dans la négociation ? Moi, pour avoir bossé pendant près de 15 ans avec Gilles Clément, avoir côtoyé Pierre Rabhi, rencontré Théodore Monod,
dans des actions à la fois militantes, mais aussi de jardinage participatif, j'ai toujours entendu dire que la nature nous échappait et qu'en face d'elle, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était l'accompagner. Et non pas vouloir la retenir, voire la détourner. Elle serait plus forte que nous. Et on le voit bien aujourd'hui dans la manière qu'on a de gérer le territoire boisé de notre département face à un élément qui est tout juste naturel et qui s'appelle le feu. Quand on veut maîtriser la forêt parce que on en fait un élément de défense contre l'urbanisation et non pas un élément en dynamique de vie parce que cette forêt évolue, eh ben on est en train de se mettre une fois de plus le doigt dans l'œil. On va mettre dans cette forêt un indice de précaution qui sera contre-productif par rapport à ce qu'on aura voulu faire de cette forêt en périphérie de l'urbanité. Et ça, c'est dramatique parce que ça va coûter encore plus d'argent public que ce que normalement ça aurait dû en épargner. Et on est dans la maîtrise. Et on le voit bien puisque ces forêts qui ont brûlé sont aujourd'hui exploitées par des associations toutes louables plus les unes que les autres, sauf que le bois qui est récupéré de ces zones incendiées l'année dernière est envoyé dans 2 grandes chaudières industrielles que sont E.ON et Innova, l'une à Gardanne, l'autre à Brignoles, qui produit effectivement de l'énergie grâce à du bois produit en Provence, mais qui se déperd d'à peu près 60% dès lors qu'on veut conduire cette énergie depuis sa source jusqu'à l'endroit où elle doit procurer et produire de la chaleur. Donc on est encore dans un phénomène qui a surdimensionné la capacité de la nature. Au lieu de créer des petites chaudières comme ça a été le cas à Correns dans une école ou une cantine, ou à Flyosque, là où effectivement on a créé une petite chaudière à bois pour produire de l'énergie, là où on voulait la localiser, non pas où on voulait la porter très très loin de sa source de production. Donc on n'est pas dans la négociation encore. Et c'est tout là le phénomène de progression sur lequel compter. Ce jardinage éco-citoyen, l'autre soir au cinéma, j'en ai parlé à un moment donné quand Peter Wohlleben évoque le phénomène de méconnaissance de la nature. On a aujourd'hui à peu près cerné 380 000 espèces végétales dans le monde. On sait qu'il y en a à peu près encore autant. Ils n'ont pas été identifiés. Et qui portent des tas de messages thérapeutiques, tinctoriales, sans doute énergétiques, et puis qui seront peut-être dans la capacité de biomimétisme, les innovations de demain. C'est-à-dire, vous prenez avec, je sais pas, dans le règne animal, le gecko, et sa capacité à se tenir au plafond, c'est lui qui a petit à petit inspiré les chercheurs pour soutirer une matière qui est utilisée aujourd'hui dans les vaisseaux spatiaux de la NASA. Voilà. Donc la nature a tous les messages requis pour nous faire durer dans le temps et dans l'espace. Et pour les quelques 120 000 espèces végétales du biome méditerranéen, c'est-à-dire depuis la Californie, en passant par le Chili, mais aussi l'Afrique du Sud, ou le pourtour méditerranéen et encore l'Australie ou l'île du Sud de Nouvelle-Zélande, ces 120 000 espèces végétales sont autant d'espèces végétales qu'on peut acclimater chez nous, à la condition bien sûr de ne pas être dans l'apprenti sorcier et sa posture, introduire des choses qui peuvent être préjudiciables pour l'équilibre des milieux. Mais on a l'embarras du choix. Est-ce que vous savez combien il y a d'espèces dans votre jardin, ici, à peu près? Est-ce que vous avez fait un inventaire, Jérémy? Pas encore. Mais vous devez pas être loin des 200. C'est à peu près la moyenne en Méditerranée occidentale. Et oui, puisque le réservoir de graines s'est libéré et s'est réveillé. Mais entre 200 et 250, c'est à peu près le quota non pas le quota, mais le nombre qu'on retrouve un peu dans le biome méditerranéen sur des zones, on va dire, transitoires, qui sont pas forcément de la plaine, qui sont pas de la forêt fermée, qui sont un peu des zones dites dégradées, puisque là où on trouve du pin d'Alep, on appelle ça des zones dégradées. Alors, bien évidemment, on peut se poser la question de est-ce que en Méditerranée on a des saisons? Regardez aujourd'hui les températures que nous connaissons. Il y a 1 mois et demi, on était sous la neige. Une semaine? Non. Ah oui, vous avez neigé. Ah ouais, non, moi je parlais du bord de mer. Nous c'était il y a 6 semaines à peu près. Ah, il a reneigé chez vous?
D'accord, bon, vous voyez. Et aujourd'hui, il fait quoi? 26, hein, c'est ça à peu près? Ouais. Bon. Alors, comment réagit la nature? Comment réagit la nature? Et c'est là que le problème se... Parce qu'à la limite, la Méditerranée, c'est pas 4 saisons. Ça n'a jamais été 4 saisons. Never. Ça a toujours été que 2 saisons et demie. Voilà. Et demi. Parce qu'il y avait, pour les pays un peu proches des gorges du Verdon, un automne. Hein. Mais il y a surtout une belle saison, c'est celle qui part d'octobre jusqu'à avril, et une mauvaise saison, c'est pas celle des touristes, hein, c'est celle qui va de mai à septembre. Eh oui, eh oui. Alors pour le tourisme de masse de bord de mer, effectivement, la belle saison, c'est quand on commence à se mettre de l'huile de bronzage et qu'on ouvre les parasols sur le sable. Mais en réalité, pour la période qui leur plaît, le règne végétal, il n'est pas content, il se met dans une estivation. Hein, ce que nous ne connaissons pas, puisqu'on a la capacité à se déplacer, à se mettre à l'ombre, à allumer une clim, à boire de l'eau. C'est pas le cas du règne végétal du tout. Hein. Donc cette mauvaise saison, c'est effectivement celle qui court depuis mai jusqu'à fin septembre, voire plus. Alors qu'est-ce qui se passe quand on passe de 4 degrés à 26? D'après vous, comment réagissent les plantes? Qu'est-ce que elles ont un réflexe? En plus d'être en réaction avec les conditions du milieu, elles ont un réflexe qui est très conditionné, c'est que elles activent leur cycle phénologique, c'est-à-dire leur cycle qui leur fait passer depuis le débourrement, quand ce sont des caducs, jusqu'à la floraison, à vitesse grand V. Donc, elles abordent des cycles en les usurpant, voire en les zappant, pour aller au plus vite vers la floraison et la fructification, parce que ce qui les importe, c'est fructifier, se ressemer. C'est leur réflexe. Et c'est exactement pareil, pour faire une parabole un peu facile, hein, dans les pays sous-développés, quand on a des phénomènes de fertilité accrus, parce que les conditions de vie sont terribles. Vous avez de la fertilité de l'ordre de 5 à 6 enfants dans des pays en voie de je dirais, de grandes difficultés, alors que dans les pays surdéveloppés comme le nôtre, on est à moins de 2 enfants. Et c'est à peu près pareil, c'est le même phénomène d'autoprotection d'une espèce vivante, qu'elle soit végétale ou humaine. Donc qu'est-ce qu'elles font, ces espèces? Elles s'épuisent. Je parle des espèces végétales. Elles s'épuisent et elles se mettent dans une situation où elles sont vulnérables par rapport à des insectes qui autrefois n'auraient pas été des insectes prédateurs de leur propre cycle de vie. Et c'est pour ça qu'on entend, je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends, c'était mieux avant, il y avait moins de maladies. Alors, bien que ce soit un phénomène récurrent depuis plusieurs générations, que chacun, voilà, c'était toujours mieux avant, ça c'est évident. Ce qui était mieux avant, c'est qu'il y avait d'abord un sol qui était moins raclé qu'aujourd'hui, et qui donc permettait un support avec toutes les conditions de coopération de la vie microbienne, et de circulation de l'eau, et de présence d'oxygène. Il y avait aussi effectivement une présence de beaucoup plus d'insectes, qui permettait un équilibre entre les insectes dits parasites et les insectes auxiliaires ou prédateurs de ces parasites. Et effectivement, il y avait une lutte permanente qui faisait que l'équilibre se rétablissait quoi qu'il arrive. Alors qu'aujourd'hui, c'est moins le cas, avec en plus, quand on parle du potager ou du verger, une standardisation des espèces et des variétés qui a fait que la biodiversité variétale a disparu. Quand autrefois on avait à peu près 800 variétés de pêchers, on n'en a plus que 14 aujourd'hui vendues sur le marché, sauf quand on va effectivement chez un pépiniériste producteur qui a eu un élan ou un réflexe de conservation de vieilles variétés. On est passé de 800 à 14 à peu près quand on prend le catalogue des semences officielles aujourd'hui. Donc tout ça faisant, on est effectivement dans une période qu'on peut appeler le pré-effondrement, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait plus, hein, pour que on se retrouve dans un niveau de telle précarité de biodiversité qu'on n'ait plus la capacité à se nourrir et surtout à permettre à ces équilibres écologiques de perdurer dans le temps. Donc
la saison, quand elle approche, et que nous sommes jardiniers, on est confronté à des courbes de température. Là sur le tableau, c'est celle qui est en rouge, et des bâtonnets de pluie. J'ai pris la station d'Athènes pour montrer ce diagramme ombrothermique. On a bel et bien 2 saisons marquées. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient de jardiner quand on approche la période où la courbe de température est passée au-dessus des bâtonnets de pluie. Pourquoi? Parce que c'est dans cette période-là que le règne végétal va estiver. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer sous terre, il va perdre ses feuilles, il va baisser au niveau de son intensité de division cellulaire, il va plus fleurir, il va moins respirer, il va plus transpirer, voire il aura produit suffisamment de fruits pour se ressemer. Bref, il sera dans une espèce de léthargie totale. Et nous, on n'aura qu'une chose à faire, c'est respecter cet état, et non pas vouloir à tout prix forcer nos plantes, parce que si on le fait, on relancera un processus de végétation qui sera complètement anachronique par rapport à la saison liée à des températures très élevées et surtout un déficit hydrique. Donc on ne jardine pas entre cette période qui peut être fin mai et fin août. On ne jardine pas au sens où on ne cultive pas pour lancer des productions. On stocke, on cuisine, on conserve, on évente pour mettre les graines au sec, on paille, etc., etc. Alors ça choque quelquefois parce que forcément, dans ma clientèle de paysagistes, moi j'ai des gens qui viennent de tous les endroits du monde. Et quelquefois ils viennent des endroits où, ben non, l'été, l'intensité de la végétation est toujours aussi belle, est toujours aussi énergique. Et culturellement, c'est compliqué de dire à quelqu'un de la plaine de la Bosse qu'il faut s'arrêter. Pendant que cette période de sécheresse, eux, ils la connaissent pas aussi peu, ou en tout cas pas autant, pour que ça les limite dans leur désir de jardinage. Et pourtant, ce que nous formons, cette communauté humaine que nous formons aujourd'hui dans un cycle de Méditerranée, fait que on doit se plier à la réalité du climat, à la réalité des cycles, à la réalité d'une nature qui s'est adaptée à ce format de fonctionnement biologique. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il y a toujours ce besoin de maîtrise. Hein. Et j'en veux pour preuve quelquefois des clients qui, à un moment donné de 2e ou 3e échec d'arbre, me disent encore, on essaye une 3e fois. J'ai beau leur dire que ce n'est pas l'arbre qu'il faut là où il est planté, où il doit être planté, ça passe outre, parce qu'il y a ce désir incommensurable de vaincre les lois de la nature. Et ça, c'est très humain. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on peut faire un break aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour... Comme vous êtes... Alors, une question ici. Oui. J'ai pas très bien compris l'exemple de la Beauce, parce qu'il fait moins chaud et on peut supposer qu'il pleut peut-être plus. Tout à fait. Voilà. Donc, des gens qui seraient originaires de ces régions, on va dire plus septentrionales, auraient tendance à oublier le phénomène inverse de repos en période estivale. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'arrosage, puisque c'était... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'arrosage en période de repos? Alors, il y a en gros 2 types de végétaux à distinguer, et bien séparés dans le fonctionnement. Il y a ceux qui vont vivre au ralenti. Alors, je prendrai surtout les plantes de type feuillage coriace. Hein. Ça va être toutes les plantes dites aromatiques, les chênes, les oliviers, etc. On peut les accompagner par des arrosages très 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 rares et au bassinage, c'est-à-dire avec le jet. Plutôt le matin très tôt. Hein? Plutôt le matin très tôt. Mais très très ponctuel. C'est-à-dire qu'en gros, ça maintient une activité sans relancer la végétation. Toute la plante
Toute la plante. Et puis, il y a ceux qui se mettent définitivement au repos, et ces végétaux-là, on ne les arrose pas. Alors, effectivement, psychologiquement, c'est dur. Puisqu'on est tout le temps dans le transfert émotionnel de cette plante qui souffre, c'est moi. Hein, c'est ça, hein, le problème il est là. Hein. Donc on l'arrose pas, parce qu'on accepte qu'elle soit dans cet état d'ingratitude. Hein, elle a chaud, elle a soif, et ben, elle attend. De toute façon, si on fait un arrosage, on sait qu'on va relancer la végétation et elle courra à sa perte. Hein. Alors, le plus dur, c'est soi-même, hein, c'est pas le jardin. Hein. Oui. Alors. L'été dernier, j'ai perdu plein de plantes, justement, parce que je voulais pas arroser. Oui, alors quelles plantes vous avez perdues? Des cystes, alors que c'est increvable, normalement, oui, les cystes. C'est vrai. Des romarins. Mais vous les auriez pas gardés si vous les aviez arrosés. Au contraire, vous les auriez perdus peut-être plus vite. J'entretiens les jardins du Mucem, à Marseille. Avec mon équipe, on est confronté, notamment sur 3 tableaux thématiques de ce jardin, à mais alors encore pire ingratitude que celle que vous avez pu connaître vous dans votre jardin l'année dernière, parce que le Mucem, c'est du rocher, du minéral et du caillou. Donc, les conditions de convection, de réfléchissement, de radiation de la lumière, de la chaleur sont pires. Donc on est obligé d'opérer une médiation avec le public énorme. Quelquefois, il y a pas loin de 15 000 visiteurs jour dans ce jardin du Fort Saint-Jean. On explique les phénomènes de... Alors là où on retrouve un certain apport d'eau, c'est que dès lors qu'on a du minéral, par la condensation du choc thermique entre le jour et la nuit, on a un petit peu d'eau qui se concentre sur le minéral et qui, par évaporation, vient un peu nourrir les feuilles des végétaux, mais à peine, ce qui permet une survie. Mais on arroserait, on perdrait 4 fois plus de plantes que ce qu'il en meurt naturellement. Et ça, je comprends que pour certaines et certains d'entre vous, ça soit problématique. Mais on s'évertue pour rien si on arrose. Voilà. Alors, on est dans le jardin d'ornement, là. Hein. On n'est pas dans le jardin potager. Hein. Voilà. Parce que le jardin potager, permettez-moi l'expression, c'est un gag. Parce que la tomate, l'aubergine, la courgette et le poivron, c'est pas des plantes méditerranéennes. Hein. Ce sont des plantes subtropicales qui se parfaitent dans leur milieu estival, parce qu'il fait chaud et qu'on arrose. Elles ont été importées. Toutes, hein. Alors que les vrais végétaux du potager méditerranéen, c'est maintenant. Quand il fera chaud, ils seront plus là. La fève, le petit pois, l'oignon, la ciboulette, le fenouil, l'artichaut, j'en passe et les meilleurs, hein, le panais. Après, c'est fini. Hein. Et puis quelques primeurs qu'on peut relativement bien cultiver au milieu, que seraient les radis, quelques salades avant que... Hein, et encore. Les salades, il faut être très pragmatique. Les salades qui se cultivaient dans le monde méditerranéen, c'était pas des salades cultivées, c'était des cueillettes sauvages, hein, la plupart. Hein. Depuis le rampouche jusqu'à la cousteline, en passant par la mer, etc. Ce n'était que des cueillettes hein, du printemps hein, émergent pendant à peu près 3 semaines et qui avaient surtout des fonctions purgatives. Pas des fonctions de dire un petit peu de salade avec le fromage, c'était pas ça. Hein. Donc on a accommodé notre alimentation à la venue de ces salades, surtout des pays du bord de Loire, hein, avec Scarole, laitue, Batavia, etc. Mais chez nous, c'était effectivement d'autres formes de consommation de feuilles. Hein. Voilà. Donc voilà où est l'arrosage. Il est rapide. Il est d'une espèce de maintien. À peine. En revanche, on paille, on en met des tonnes. Hein. Tout à l'heure, je crois que c'est Jérémy qui posait la question. 20 cm, c'est rien sur un sol. 20 cm, la terre sur laquelle vous posez ce paillage, vous le mange dans l'année. Hein, parce que la vie microbienne, d'un seul coup, est réoxygénée, elle vient s'emparer
de cette matière organique, qui est à la fois de la cellulose et de la lignine, et ces deux matières combinées sont transformées pour redevenir une terre humique. Et ça, c'est important, même si quelquefois ça peut être un piège pour certaines plantes qui n'ont pas besoin de matière organique. Puisque vous savez que on est sur des sols tellement minces que les plantes ont aussi plus de besoin de minéral que d'organique. Alors on peut aussi pailler avec des pierres. C'est aussi, pour certaines plantes, plus profitable. Notamment les plantes grasses, les plantes succulentes. Ils n'ont pas besoin de paillis. Ou d'un paillis, mais minéral. Que de la paille ou mélangé avec Moi, madame pose la question de que de la paille ou mélanger avec d'autres choses. Idée reçue pendant 50 ans, il fallait pas mettre de résineux, il fallait pas mettre d'écorce de pin, des choses comme ça. Mettez tout ce que vous trouvez. Il n'y a pas d'éléments toxiques, y compris les éléments qui seraient acidifiants. Faux ami que de croire que tous les résidus broyés, hachés, déchiquetés de conifères seraient acidifiants. Les résineux poussent essentiellement sur des sols acides et c'est la concurrence de leurs racines qui nuit. Mais l'acidité qu'ils peuvent à un moment donné développer, produire sur un sol, s'annihile très très vite sur un sol calcaire. Elle rétablit même un certain rapport carbone sur azote en apportant justement cette forme d'acidité très éphémère. Donc on mélange tout. Alors, bien évidemment, après, il ne faut pas que ce soit des matières majoritaires. Le laurier rose, il a effectivement une toxine qui s'appelle l'oléandrine. On ne peut pas pailler qu'avec du laurier rose. Ça aurait un effet à la fois toxique et désherbant. Justement, avec nos problèmes de sol peu profonds dans la région méditerranéenne et le paillage uniquement ligneux qu'on a avec du broyat, il n'y a pas de risque de déséquilibre du rapport C/N et du coup de fin d'azote pour les plantes, on va dire, qu'on cultive, la laitue, etc., avec des systèmes racinaires peu profonds. Alors, c'est une bonne question. Mais là, on est dans le contexte du potager. Exactement. Voilà. Et on Alors, disait forcément il y a qu'on deux écoles. n'utilise pas les bonnes espèces Tout à au fait. bon moment, peut-être. En fait, il y a deux écoles. Sur le potager, il y en a qui disent qu'il ne faut pas de bois, en fait, BRF, parce que tout de suite, on nuit au rapport carbone sur azote, et donc on bouffe trop d'azote, enfin l'azote qui est présente dans le sol, on la fait fuir. Elle est captée en fait par la matière qu'on apporte. Bon. Et en contrepartie, il faut se dire que on n'a plus à cultiver des potagers de manière monothéiste. On n'a pas des potagers avec une seule espèce. On a aujourd'hui des potagers qui sont mixtes avec des arbres fruitiers, des plantes annuelles, des plantes pérennes. Par exemple, un abricotier, un artichaut, une tomate. On a toutes ces plantes sur le même lieu, sur le même potager. Et là, on rétablit l'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut apporter, moi c'est ma recette, c'est pas une panacée, 60% de bois et 40% de lignine. En gros, du bois haché d'un élagage, sec ou frais, et du déchet de tonte. Voilà. Et là, on a un bon équilibre. Alors bien sûr, ça va bouffer de l'azote. Mais on en apporte tellement. On n'est plus dans l'évacuation ou déchetterie. On garde tout, soit on composte, ça peut être un état intermédiaire avant de réinjecter au sol, soit on épand directement. Moi je considère que faut pas être esclave de son jardin, il vaut mieux répandre le plus vite possible, et la vie microbienne fait le reste. Du coup, moi je fais un compost où je composte y compris les déchets de de cuisine. On peut les mettre directement dans le potager. Oui. Oh super, faites-moi moins. Bien sûr. Le seul problème reste les rongeurs. Ouais. Après, vous pouvez... je travaille en ce moment sur un projet que m'a commandé l'île du Levant. Pour vous dire à quel point l'île du Levant, c'est une île. Mais en même temps, ça fait réfléchir aussi au continent. L'île du Levant qui se dit, avec la directive européenne selon laquelle on ne peut plus brûler, comment on fait? Alors, il y a des maires qui sont consciencieux, qui ont pris des arrêtés, qui disent on ne brûle plus.
Il y en a qui sont très populistes et électoralistes et qui disent « Ah non, hein, si je commence à dire qu'il faut interdire de brûler... Hein. » C'est le préfet, mais le maire doit appliquer. Voilà. C'est le préfet qui le dit. Moi, dans ma commune, où je suis petit élu municipal, je me bats pour que le maire prenne cet arrêté. Il veut pas parce qu'effectivement, il y a encore 4 ou 5 paysans d'avant Léon Blum qui brûlaient. Et alors forcément, vous leur dites non, j'ai toujours fait comme ça. Bon, alors, on fait comme ça. Donc ça, 55 000 morts par an hein, de particules fines à cause de ces écobuages. Donc l'île du Levant me commande cette étude alternative à l'écobuage. On a calculé le tonnage et on s'est aperçu que finalement, il en manquerait encore pour pailler les chemins qui s'érodent, pour protéger les à côté d'un débroussaillement trop répété, et les jardins qui ont besoin de cette matière. Alors j'ai dit non, on n'apportera pas non plus du broyat depuis le continent, hein. Ne commençons pas. Mais pour vous dire à quel point, dans la balance entre ce qu'on enlève et ce dont les milieux ont besoin, le sol a besoin, on est vraiment, vraiment à la ramasse. Donc ne jetons rien, même si on peut en apporter par les déchets de cuisine, ce n'est que mieux. Et un petit conseil, quand vous enfouissez, vous remettez cette matière dite d'épluchure et compagnie dessous. Parce que ça maintient une humidité à ce qui est en train de se décomposer, et du coup ça accélère le processus de décomposition. C'est un peu plus de travail. Faites un millefeuille avec... voilà. Le paillage avec carton. Alors, le paillage avec carton, me pose la dame comme question. Un carton neutre, oui. Sans écriture. Parce que les encres sont encore malheureusement porteuses de métaux, voilà, sans colle, de métaux lourds. Il y a des études qui sont en train de s'accomplir et de manière très fine sur des digesteurs avec des lombrics et des champignons qui seraient capables de digérer et de capter ces métaux lourds. En Chine, je sais qu'ils ont lancé une grande expérimentation de semis de miscanthus, une graminée, sur des tonnes et des tonnes de papier broyé. Quand la saison du chaume, du miscanthus, est aussi une graminée qui sert à la biomasse de combustion, quand cette graminée a fleuri, ils la fauchent, ils ont fait des analyses, et ils sont aperçus que 80% de la teneur en métaux lourds de ces apports de papier broyé avait été récupérée dans les parties aériennes. Donc c'était diviser le volume des encres par 10. Ce qui était énorme. Vous voyez comme quoi, grâce au règne végétal, on a encore plein de filières innovantes à développer. Bon, après, vous me direz, on n'a qu'à arrêter les encres, hein, et prendre que des encres naturelles, quoi, hein. Voilà. C'est comme le déchet, s'il n'y en avait pas, hein, voilà, s'il n'y avait pas de plastique, on n'aurait pas de 7e continent sur les océans. Oui. Excusez-moi, et pour les plantes, je parle des mauvaises herbes. On les arrache, on les laisse, ça sert à rien, pour économiser l'eau aussi. Alors, est-ce qu'il y a des mauvaises herbes ou il faut les laisser, il faut les arracher? Est-ce que ça prend de l'eau pour la plante? Comment vous définiriez une mauvaise herbe? Ben, elle pousse, une herbe qui pousse près un chêne-dent qui pousse près de mes fèves, ils vont absorber tout l'eau alors que j'ai besoin de l'eau pour mes fèves. Je les arrache pas. Est-ce que ça peut servir comme paillage pour, alors, non, c'est une très très bonne question. Gilles Clément a une très belle formule pour définir l'herbe en général. Il dit l'herbe n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Voilà. En revanche, il y a des concurrentes. Le chien-dent en est une. Hein, Alors, figurez-vous que j'ai essayé en 30 ans plein de choses. Du papier journal pour faciliter son arrachage. Parce que forcément, quand vous mettez de l'ombre sur une plante qui aime le soleil, elle blanchit, elle s'affaiblit. Au bout de quelques semaines, vous sortez ce que vous avez utilisé pour opaciser la lumière et puis vous tirez. Et puis, surtout ne jamais composter avec du kikuyu, du chien-dent ou toute autre plante à rhizome, hein, encore moins du bambou. En revanche, vous pouvez pailler par-dessus un chien-dent, hein, vous ramenez du broyat et effectivement vous aurez plus de facilité à l'arracher.
Voilà. Mais surtout, ne l'utilisez pas comme une matière à recycler, le chien de dent. Hein. Dès que vous l'avez arraché, malheureusement, même le broyer, c'est le bouturé. Oui. Oui. Voilà. Mais il faut faire attention parce que ah oui, la capacité de dormance d'une racine de chien de dent, c'est très très long. Hein. C'est plus que ça, plus que ça. Est-ce que moi je suis dans une pinède, donc est-ce que je peux utiliser les aiguilles de pin pour pailler, mais est-ce que avant je dois les broyer ou je peux les mettre comme ça? Alors, moi je l'ai eu fait, je broie et je mélange. Voilà, je broie et je mélange. Avec les épluchures. Ouais. Alors, pour l'aiguille de pin, vous avez aujourd'hui une gamme de broyeurs électriques très très bon marché. Voilà, parce que l'aiguille de pin, c'est pas... Alors, bien sûr, il faut pas bourrer la trémie, hein, parce que... Mais on n'a pas besoin de capacité de broyage énorme pour broyer. En fait, vous faites du terreau avec l'aiguille de pin, magnifique. Dans le potager, aucun souci. Aucun souci. C'est même allopathique. Ah bah alors tout va bien. Ça peut être un effet, ça peut avoir un effet entre guillemets de traitement alternatif, hein, puisque c'est un antibactérien et un antiseptique. L'écorce de pain, faut la mettre en très petits morceaux. Alors moi je n'en mets pas, je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des sacs d'écorce de pin sont traités. Non mais c'est mon écorce de pain. Ah, c'est votre écorce de pin. Bah oui, vous la mettez... Faut vraiment la mettre en petits bouts. C'est pas important. Vous mélangez-la avec une autre matière. Ouais. Oui, faut pas pas qu'elle soit majoritaire, voilà. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de chênes autour de mon terrain, et donc Oui, j'ai beaucoup de chênes autour de mon terrain, donc il y a beaucoup de feuilles, et je les mets en tas, et je l'utilise soit en terreau, donc quand il est vraiment dégradé, soit quand il est en état intermédiaire pour faire le paillis d'été. Donc parfait. C'est bon. C'est parfait. D'accord. Ne jetez plus de matière, gardez toutes les matières que vous produisent vos plantes. En fait, vous pourriez être attaqué en justice. Parce que cette matière vous appartient pas, elle appartient à ces plantes qui l'ont produite. Je blague, hein. Je blague. Mais en réalité, c'est vrai. Vous savez, les plantes sont autotrophes. C'est-à-dire, elles ont besoin de rien pour se nourrir. Sauf qu'on les laisse tranquilles et qu'on ne perturbe pas l'équilibre de leur sol. Hein. Elles ont leurs propres moyens d'opérer à cette économie circulaire de je me nourris d'un sol que j'ai moi-même constitué et je lui redonne ce dont il a besoin pour exister. Donc on est dans le... Et nous c'est pareil. Nous c'est pareil, on a en gros une flore bactérienne qui pèse à peu près, pour une personne qui pèse 75 kilos, vous savez combien on a de kilos de bactéries dans le corps? Un peu plus, ouais, 8 kilos, hein. 8 kilos, et ils sont nécessaires, ces 8 kilos, pour assurer la bonne digestion, et alors sans parler de probio et compagnie, hein, pour assurer une autodéfense contre les éléments de l'extérieur, qui peuvent à un moment donné pénétrer à la fois par les pores, les fluides, etc. Donc, le règne végétal, c'est exactement pareil. Il ne faut pas le perturber, parce qu'on a tellement perturbé le végétal, et le sol qu'il est porté, que on en est réduit aujourd'hui à courir après la nature, pour se récupérer, se rattraper aux branches, c'est le cas de le dire, pour de nouveau créer cet équilibre qui était bien défini, bien huilé, et qui finalement a été démantibulé. Alors, quelques petits rudiments. Lorsque on est dans la création d'un jardin, on a une lecture à faire. Une lecture simple. Vous avez un état des lieux végétal. Vous avez une végétation sur votre terrain. Il va vous donner quelques indications de type où en est réduit la dynamique de végétation. Est-ce que j'ai une pelouse? Est-ce que je suis à un stade intermédiaire? Est-ce que la pinède ou la yeuseraie ou la suberaie s'est installée? À ce moment-là, ça me donne à peu près l'état des lieux de la mécanique de mon sol et de mon paysage. Donc, et savoir s'il y a eu une introduction de plantes exotiques ou pas. Bon, quand je regarde par exemple ici, je me dis oui, effectivement, ça a été un jardin
d'ornement, puisque on a des cyprès, on a des arbres de Judée, on a des Prunus pissardi, il y a eu effectivement un habitat constitué, jardin, avant même que ce soit que une pinette de pin d'Alep. Donc ça veut dire que il y a probablement à trouver une relation entre nature et culture. Le port des végétaux vous donne aussi une grande indication sur l'influence des vents, des courants d'air, de l'épaisseur du sol, de l'état hydrologique du sol. Trapu, élancé, effilé, étalé, cassé, vous promenez dans la forêt du côté de Coms aujourd'hui, la neige d'il y a 6 semaines a fait beaucoup de dégâts. Vous avez des tas de branches qui ont cassé sur les pins sylvestres et les pins noirs. Bon, ça on le verra encore dans 20 ans. Et on pourra connoter, tiens, c'est l'épisode 2018 quand il a neigé. Donc tout ça, ça donne je dirais des petits paramètres indicatifs à la construction de son jardin. Et puis, bien évidemment, après vous avez un choix à faire en fonction de la configuration du terrain. Pentu, plat, cuvette, convexe, concave, etc. Parce que ça induit fortement l'écoulement des eaux naturelles. Est-ce que ces eaux sont retenues? Est-ce qu'on sera en face d'une mare temporaire? Est-ce qu'on aura au contraire un sol qui ressuiera tout de suite quand il pleuvra? Auquel cas, on aura des difficultés à faire pousser des choses qui ont besoin d'une grande quantité d'eau. Et quelque chose que je faisais quand j'avais encore mon chien, quand je créais des jardins pour des particuliers ou pour des collectivités, je le faisais rentrer dans la parcelle et je regardais ce qu'il faisait. Par où il passait, où il s'arrêtait. Il me donnait plein d'indications. Et passages naturels, là où effectivement il avait tendance à s'arrêter parce qu'il y avait un groupe de végétal, donc je me disais il y avait quelque chose de certainement qui dépassait tout entendement cartésien, et j'ai toujours considéré mon chien comme étant un peu l'éclaireur, si vous avez des animaux, regardez les faire. Vous avez les enfants aussi, qui de temps en temps rentrent dans un espace qui n'a pas été encore aménagé, et les enfants ils n'ont pas encore formalisé ou verbalisé des choses. Donc ils vont naturellement vers des choses qui donnent un message. Et ça c'est intéressant parce que quelquefois vous verrez, c'est juste de la logique au niveau emprunt dans l'espace. Également, la remise en lecture de la végétation existante. Tout à l'heure vous parliez de bonnes ou de mauvaises herbes. Tous les végétaux d'une parcelle ont leur intérêt. D'ailleurs, vous devez faire avec, parce que si vous deviez en supprimer, vous repartiriez de l'époque 0 et vous devriez rattraper tout le temps qui a été pris pour arriver à l'état de maturité ou adulte de la plante que vous avez supprimée. Donc vous faites avec, vous venez épauler les plantes qui existent, et plus tard, vous rééquilibrerez en supprimant ou en réorientant l'architecture des végétaux qui étaient là avant que vous reconceviez votre jardin. C'est très important à 2 niveaux. Le premier, c'est ce dont parle Peter Wolben dans le film L'intelligence des arbres. La présence racinaire. Elle est incontournable, elle a une partie du message de la parcelle. Si vous coupez, le message va être tronqué, va être coupé, notamment entre tous les arbres qui sont sur la parcelle, au point que vous n'aurez plus de circulation à la fois des champignons, mais aussi via les champignons de toutes les protéines du sol. Celles qui jouent un rôle sur, attention, une attaque d'insectes, attention, un déficit hydrique, attention, une maladie. Ça communique par-dessous. Et ensuite, parce que le maillage qui a lieu dessous, qu'on ne soupçonne même pas, qui est terriblement multiforme, il va être récupéré par les plantes que vous allez intégrer dans la parcelle. Alors bien évidemment, c'est comme nous quand on accueille dans un groupe quelqu'un de nouveau, on le regarde un peu de travers, on va peut-être un peu lui parler, on va un peu soit le bouder, soit on va se dire pas tout de suite parce que je veux voir de quoi il a l'air, et puis petit à petit il sera intégré.
Mais dans un jardin, une plante qu'on introduit dans un espace où il y a déjà de la présence végétale, c'est exactement pareil. La plante va petit à petit devoir faire sa place. Mais pas sa place au sens où elle va être concurrente. Et non, elle va se raccrocher à la communauté végétale. Et ça met du temps. Donc c'est quelquefois du temps pris sur ce que nous pourrions attendre de la réponse à la plantation de l'arbre qu'on voulait tant introduire dans son jardin et qui ne pousse pas. Jusqu'au jour où il pousse. Alors c'est pas le temps qu'il a fallu aux racines pour sortir de la motte du pot dans lequel elle avait été cultivée. Non, c'est ce temps où la liaison s'est faite avec la communauté. Et ça, prouvé par Volben et son équipe de chercheurs. Et puis, il y a bien évidemment toutes ces préparations de sol qu'on peut apporter. Moi, je considère aujourd'hui que quand on a paillé son sol, on peut très bien apporter une matière organique par-dessus et ne plus toucher à la superposition des couches de mulch ou de paillis. Donc quand vous faites votre apport d'amendement organique annuel, vous mettez votre fumier dessus. Ne touchez pas ce qui se passe dessous. Vous gratouillez un peu pour faire pénétrer votre fumier. Surtout pas. Ne jamais tourner un sol. Moi, je griffe et je décompacte. C'est-à-dire que quand on a des sols qui sont très limoneux ou argileux, qu'il y a une petite croûte, si on a laissé le sol à nu, bien sûr. Hein. S'il n'est pas à nu, on ne touche plus. S'il est à nu, c'est simplement casser cette croûte de battance. Pas plus. Sinon, il a tendance à s'évaporer. Alors c'est vrai que c'est un peu révolutionnaire, mais pour l'avoir testé à la ferme des Amanins avec Sophie Rabi, c'est prodigieusement différent de voir une terre qui a été tourneboulée sans cesse et une terre qui n'a pas été touchée, qui n'a pas été remuée. On a des différences ne serait-ce que de physionomie de légumes. Certains sont ramassés, c'est là où le sol a été terriblement travaillé, et d'autres sont beaucoup plus élégants et beaucoup plus, sur des zones assez semblables, hein, bien sûr. Donc il faut se garder de cet héritage rural. Oui. Une année. Oui. Et ne pas cultiver. Et l'année prochaine, il cultive. Et ça donne, ça laisse la terre reposer. En même temps, avec les, entre parenthèses, c'est pas les mauvaises herbes, ça pousse et ça donne de l'engrais à la terre. C'est la méthode de la terre reposée. Oui, on la cultive pas. Les jachères. Hein. Mais maintenant, les gens sont pressés. Je pense pas qu'il y ait des agriculteurs qui laissent. Les jachères sont venues. Si je dis pas de bêtises. Au Moyen Âge, on avait pour coutume de brûler les champs. On était dans une approche très spirituelle au sens où ce qui avait été jusqu'au bout d'une production et ce qui restait, c'était surtout ce qui était détenu par la vermine. Donc on brûlait et on avait donc cette purification par le feu. Après les années 50, on a cru bon, parce que effectivement on s'était épris de tourner cette terre et de la tourner encore, de la laisser reposer. En fait, c'était plutôt soi qu'il fallait reposer. Hein. À force de tourner, même si un peu le vertige même. Ça sert à rien. À partir du moment où vous paillez votre terre, à part d'avoir des cultures qui sont très épuisantes pour un sol, on va parler par exemple des tubercules, parce que c'est surtout celle-là. Les solanacées sont effectivement très très pompeuses d'azote, hein. Oui, mais monoculture. Donc, effectivement. Mais quand vous avez un potager où vous avez mélangé les variétés et que vous paillez, adieu Berthe, hein, allez-y. Oui, la terre vous la nourrissez par ce paillis. L'apport qui constitue et souvent ce renouvellement d'azote organique sur un temps très court. Donc il n'y a pas besoin. Alors bien évidemment, ne cultiviez pas 2 années de suite de la tomate, de la pomme de terre au même endroit. Hein, vous intercalez. Hein.
Mais ne tournez plus cette terre. De grâce. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Oui, oui, monsieur va le dire au micro, c'est effectivement, ça appartient aussi à une époque. Oui, non, c'est vrai. Mais pas, parce que tout le monde... Vous avez entendu? Non? Oui? Oui. Donc c'était vraiment une époque qui aujourd'hui a peut-être un peu disparu, enfin qui n'est plus aussi prégnante que ce que ça a pu l'être. Alors... On va terminer par ces alternatives. Pas de matière nocive, lourde bien évidemment, qui pourrait faire déséquilibre à la faune, à la flore, aux nappes phréatiques, bien sûr. Bon, même si aujourd'hui il y a encore une agriculture conventionnelle qui est majoritaire, qui n'est pas près de s'effacer face à d'autres alternatives, je crois qu'il faut être tous militants, qu'on soit au Colibri, à l'association Résine ou ailleurs, tous ceux qui cherchent à démonter le message selon lequel l'agriculture biologique serait plus chère, ce qui est faux, parce qu'on oublie la transversalité de l'agriculture biologique, c'est-à-dire tout l'impact qu'elle peut éviter sur la santé sur du long terme, c'est-à-dire la pollution des nappes. Regardez à quel point aujourd'hui on retrouve encore des produits comme le lindane dans les nappes phréatiques. Combien, parce que l'Europe a pris des dispositions pour éviter certains produits utilisés de l'autre côté de la Méditerranée, on voit des abeilles arriver avec du D6, ou quelquefois même du DDT. Donc c'est pas rien, ça veut dire que en gros, quelle que soit la matière vivante, il n'y a pas de frontières, et donc il faut être militant sur ce plan-là. L'utilisation de l'eau, alors c'est vrai que j'ai entendu, depuis que je suis arrivé ici, la problématique de l'eau comme étant presque un élément premier de la réflexion de la gestion du lieu. Moi, souvent, je suis questionné par des clients ou des collectivités à propos des forages. Et je leur dis, il ne faut pas se dédouaner. Quand on fait un forage, c'est pas une eau différente de celle qui arrive du robinet. À part que c'est pas la compagnie des eaux qui va la facturer, c'est quand même une eau qui appartient au cycle général, enfin global de l'eau. Donc pour un jardin de 300 mètres carrés, je crois qu'il y a à un moment donné une limite à mettre. Il n'y a pas de forage à faire pour un jardin de 300 mètres carrés. Pour un paysan qui doit s'installer, c'est incontournable s'il n'a pas d'autre solution. Parce qu'il produit à manger. Et ça, c'est compliqué de le faire entendre quelquefois aux collectivités ou à d'autres institutions parce que on échappe à un circuit classique. On est un peu dans une alternative politique au sens noble du terme. Voilà. Mais effectivement, cette eau, c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas non plus une eau qui a la même valeur selon qu'on remplit une piscine, on arrose un jardin d'ornement, ou on produit des choses pour manger. Bon, peut-être une codification nouvelle à inventer, ou en tout cas à remettre au goût du jour. Ne nettoyez pas un jardin. Moi, j'ai travaillé sur le mot faire propre son jardin, en étant dans un groupe de travail au Muséum national d'histoire naturelle, et en fait on a compris que la racine du mot faire propre, c'était s'approprier. C'est exactement la même. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit tiens, ton jardin n'est pas propre. Alors bien sûr, il y a l'histoire de la mauvaise herbe, ou du résidu végétal mort. Et en fait, un peu comme quand avant même d'avoir goûté son plat, on le sale, c'est l'instinct de propriété. C'est d'un seul coup marquer un territoire. Et faire propre son jardin, ou le rendre plus propre que ce qu'il est au moment où on s'y entreprend, c'est seulement pour en être propriétaire. C'est fou quand même. Donc vous voyez le transfert émotionnel, il faut vraiment qu'on fasse une énorme psychothérapie de groupe avant de commencer à jardiner tous ensemble. Voilà. Moi je dis souvent, c'est un peu la politique qu'on menait au jardin du Rayol, quand le jardin paraît confus, il faut rendre plus lisible
les espaces de cheminement, de circulation. Vous voyez, tout à l'heure, en promenant dans vos jardins, c'est beau dans son ensemble. Et en même temps, on sait par où passer. Parce que les chemins sont clairs. Et ne serait-ce que ça, même si à côté, la fève et le petit pois côtoient le coquelicot, on s'en fout. Parce qu'il y a un espace qui est dévolu aux piétons, au genre humain, le reste appartient à la nature. Et ne serait-ce que ça, parce que c'est pas grand-chose les chemins, c'est 10%, même moins quelquefois d'un jardin, on a fait la part des choses, c'est-à-dire qu'il y a un respect, sans être dans la répartition d'un territoire nature et culture, mais en tout cas on n'a pas créé de dommages collatéraux à devoir tout nettoyer, et donc empêcher cette biodiversité si nécessaire, parce qu'elle est cette interdépendance entre la plante voulue et la plante indésirable, et qui ont un lien entre elles, qu'on ne peut pas nier, c'est obligatoire. Les vignes maintenant ne sont pas nettoyées. Alors les vignes ne sont pas nettoyées au sens où on l'entendait autrefois. Voilà. Ouais. Ouais. Ceux qui sont en bio, mais ceux qui n'y sont pas encore passés, bien évidemment. Donc pas de désherbage non plus sans reconnaissance préalable, et c'est là où effectivement les jardiniers qui connaissent les plantes, vous avez Jérémy ici comme médiateur, on ne désherbe pas n'importe quoi, parce que quelquefois, c'était tout à l'heure la question sur, je sais plus quelle plante, l'hysope. L'hysope, c'est un fabuleux répulsif contre les pucerons. Si jamais la plante se ressème, gardez-la, parce que à proximité d'une plante qui accueillerait beaucoup de pucerons, ça va être un répulsif. Voilà. Donc toutes les plantes ont une raison de vivre dans un jardin. Oui. Excusez-moi, les insectes, alors il faut les détruire ou pas? Les insectes? Oui. Non. Alors, il ne faut pas les détruire parce que il y a une question d'équilibre, comme disait Cabrel. En fait, tout insecte est utile. Évidemment, quelquefois, ils ne nous arrangent pas l'affaire parce qu'ils sont plus importants que ce qu'ils devraient être. Et comme on est venu apporter dans le milieu un réservoir alimentaire auquel ils ne s'attendaient pas, on a créé leur propre accroissement de population. C'est simplement ça qui s'est passé. C'est pas que ils nous attendaient au coin du bois, en nous guettant avec nos petits plants de tomates, et quand on les a mis en place, on dit allez, on y va. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Parce que quelquefois, quand j'entends des gens dire vous avez vu un peu, on peut pas planter 4 tomates sans qu'ils arrivent. Bon, je dis oui qu'effectivement, ils vous attendaient au portail. Donc qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est effectivement le non-usage absolu de tout pesticide. Quand je dis pesticide, j'inclus aussi le Roundup. Mais je parle à des convaincus, et la semaine dernière, je me suis attrapé avec un service espace vert d'une commune qui m'a dit non mais le Roundup c'est pas un insecticide. Alors, je dis mais bravo. C'est un herbicide. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, ça peut être pour la punaise sur les tomates, les pièges. Il y a quelques pièges qui marchent. Vous avez des pièges aujourd'hui de plus en plus nombreux qui ciblent de plus en plus tel ou tel insecte. Moi j'ai un verger d'agrumes, depuis qu'il a fait chaud cette semaine, j'ai tous les kumquats qui tombent parce que la mouche des agrumes est revenue. Donc j'ai reposé mes pièges, que j'avais enlevés pendant la période où il faisait froid. Et effectivement, j'en ai attrapé en pagaille, et c'est un piège qui n'attrape que la cératites qui pique les agrumes. Voilà. Alors, on a fait des progrès dans le biocontrôle, et ça ira de mieux en mieux maintenant que le choix a été fait de... Comment? Alors, c'est avec le phosphate diamonique. Diamonique. Parce que on a encore des progrès à faire, puisque même dans l'agriculture biologique, on a des pièges aujourd'hui qui contiennent encore de l'insecticide. Donc il faut être un peu plus royaliste que le roi. L'autre jour, j'ai un contrôleur de l'agriculture biologique qui est venu et qui m'a dit mais non, mais pourquoi vous embêtez avec, même lui, pourquoi vous embêtez avec votre mouche là? Alors j'avais mis ce qu'on appelle les gobe-mouches de l'époque, qui avait été spécialement conçu pour avec l'ouverture pour ces mouches là. J'avais mis mes pièges jaunes, etc. Lui, il arrive comme une fleur, il me dit mais mettez ça et vous allez voir, ça va bien marcher. Ceratipac.
delta métrine à l'intérieur. Oui, mais ça reste à l'intérieur. Oui, alors c'est ce qu'il m'a dit aussi le monsieur. J'ai dit oui, mais c'est un insecticide qui normalement est interdit. Donc je ne le veux pas. Il m'a dit, ben alors restez avec vos mouches. Et j'ai effectivement contacté Nature et Progrès qui m'a dit, non, il y a le phosphate diamonique qu'on met dans une bouteille avec de l'eau, un bouchon particulier qui crée l'entrée calibrée à cette petite mouche, et vous n'attrapez que Ceratites. Voilà. Donc ça existe. Oui. Elle marche pour les deux. Ouais. Oui. Magellanbio.fr. Hein, vous avez un très beau catalogue. Ils sont un peu chers, mais vous avez toute la gamme des pièges à phéromones ou des pièges insecticides. Oui. Moi, c'était juste une réflexion pour rebondir sur ce qui était dit là. Moi, c'est l'inverse. Je suis très, très inquiet par rapport parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'insectes. Je ne vois pas assez d'insectes, notamment de papillons, d'abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques. Et je vois des arbres en fleurs, mais il y a des abeilles, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et ça m'inquiète vraiment. Pourtant, on est dans un secteur où il n'y a pas de pollution autour, il y a pas, et ça me fait très peur, quoi. Je vous rejoins totalement. C'est effarant de voir à quel point les populations d'insectes ont totalement décliné pour la plupart, hein, pas que les papillons, hein, mais même et les oiseaux avec. Les oiseaux avec. Ouais, ouais. Donc effectivement, installer des habitats à insectes ou laisser... Alors, vous voyez, c'est cette histoire d'écobuage qu'on traîne là, un peu comme un fardeau, là, hein, où on brûle. Dans les 5 premiers centimètres d'humus, on a énormément d'insectes qui sont... Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de ratisser ces jardins. Arrêter de racler ces jardins. Et laisser les matières, même faire un tas de branches, ça correspond à un habitat pour plein de choses. Pour vous donner à quel point l'homme est devenu un aseptiseur de nature. J'ai entendu de la part de l'ONF, il y a des gens de l'ONF là? Non, parce que s'ils étaient là, ça m'arrangerait de pouvoir communiquer directement avec eux. Dans les zones incendiées, on va couper les pins, parce que si on ne les coupe pas, il va y avoir des insectes xylophages de type scolite qui vont venir manger les pins, puis après, ils iront manger d'autres arbres. Alors j'ai dit, c'était une réunion publique il n'y a pas très longtemps, je dis, mais et alors, c'est grave, docteur? Elle me dit, ben oui. Je dis, non, c'est pas grave, parce que au scolite succède la mésange bleue. Donc vous coupez la chaîne alimentaire, et donc vous coupez ce qui faisait un corridor écologique naturel, parce que vous aviez peur que... Voilà, donc vous mettez à distance la nature, une fois de plus. Et ça, c'est insupportable. À chaque fois que vous êtes en face de ça, c'est parce qu'on a fait de la morale dans la nature. Il y a le bon insecte et le mauvais insecte. Alors qu'il n'y en a pas de bon ou de mauvais. C'est comme l'herbe, hein, ils sont là parce qu'ils ont une raison d'être dans la chaîne alimentaire à l'endroit où ils se trouvent, et pas ailleurs. Et si on en enlève un, on en perd 3 derrière. Et tout ça fait effet boule de neige, et à un moment donné, c'est la rupture écologique totale et l'effondrement, à tel point qu'on a des milieux qui sont complètement silencieux, aseptisés. Alors, il y a 2 problèmes, enfin 3, mais un très très fort, c'est le manque de corridors écologiques. C'est que l'urbanisation a fait tellement de coupures qu'aujourd'hui les couloirs de progression font que les oiseaux n'ont plus assez d'espace pour pouvoir se répartir des territoires. Vous prenez par exemple un jet,
Il y en a beaucoup de G. C'est un oiseau qui est très grégaire, hein. Il pourrait devenir quasiment un oiseau de basse-cour, hein. Tellement il sait imiter, il sait se comparer à une tourterelle, il peut vivre avec des pigeons, enfin bref. Sauf que quand arrive la période de nidification, il est terrible, hein. C'est quand même une corvidée, hein. Donc, il va tanner tout le monde autour. Bon. Donc lui, il n'a pas de problème. En revanche, d'autres petits passereaux autour, ils ont besoin de territoires où il n'y a pas de concurrence. Vous prenez par exemple la mésange charbonnière ou la mésange bleue, c'est à peu près 1 km² de territoire. Donc si ce territoire il n'existe pas, qu'est-ce qu'elle fait la mésange charbonnière ou la mésange bleue? Elle fait des bonds et elle s'arrête jamais pour pouvoir nidifier et établir, même si c'est effectivement un oiseau migrateur. Parce que c'est un migrateur de faible distance. Donc il manque la nature. Après il y a eu effectivement le problème des produits chimiques, pour beaucoup, et la moitié du problème, c'est effectivement un problème qui est arrivé par dommage collatéral à cause de l'amplification de l'urbanisation, et notamment la présence des chats. 58 millions d'oiseaux par an, établis par la LPO, hein, qui sont normalement mangés par des chats domestiques. Alors, moi je suis toujours dans un débat avec Animal sans frontières, il a fallu que je ménage le chat et l'oiseau. J'ai dit, écoutez, c'est simple, vous mettez des petites clochettes à vos chats. Voilà, ça fait déjà un peu, voilà, diversion. Et il y a des chats qui savent s'enlever les clochettes aussi. Alors il faudrait mettre les clochettes aux oiseaux, peut-être, je sais pas. Mais bon, et enfin le dernier des problèmes, c'était, je suis pas anti-chasse, hein, mais effectivement la chasse et le braconnage, hein, a beaucoup nuit depuis des années et des années. Donc bon, on sait qu'à peu près 80% des populations d'oiseaux sont en rupture totale de reproduction. Et pas des moindres, hein, parce que les premiers prédateurs du puceron, c'est le pinson, le chardonneret, la mésange, etc. etc. Hein. Donc voilà, tout ça accumulé, ça fait beaucoup après. Hein. Oui, alors nous, comme partout par ici, on avait on a des grosses fourmis là dans le jardin, qui ne dérangeaient pas trop jusqu'à maintenant, sauf que l'année dernière, on a eu un problème de poutre qui était infesté de grosses fourmis. Alors maintenant, quand je le vois, je sais pas trop quoi faire. Eh ben oui, ça c'est la question classique. En fait, la poutre était endommagée avant. Oui. Puisque ces fourmis noires arboricoles sont des fossoyeuses. Elles viennent une fois que l'aubier a dégagé des éléments d'oxydation pour finir le travail. C'est pas elles qui ont été à l'origine de la décomposition ou le grignotage des poutres. En fait, elles viennent vous aider à changer la poutre. C'est l'alerte. Avez-vous d'autres questions? Sinon, on peut peut-être se dire que on n'a pas fait le tour, mais que on continue le chemin, parce que ce chemin de jardinage, il est quand même très politique. Hein. Il nous fait parler de l'eau, des déchets, de la biodiversité, de l'échange, de la mobilité, des matières. On a parlé même de migration, vous imaginez un peu? Bientôt, il faudra qu'on fasse des oiseaux, des refuges de migrants à elles. Hein. Oui. Parce qu'on parlait d'équilibre des espèces, des insectes dans le jardin. Personnellement, j'ai un potager de 200 m², mais j'ai pas trop de problèmes avec de surpopulation d'insectes, hormis les fourmis. Enfin, j'ai beaucoup de fourmis. Ouais. Bon, en soi, elles me dérangent pas, mais quand elles me font mourir 50% des plants de tomates en faisant leur nid en dessous. Ouais. Voilà, et je sais pas, et même dans mon travail, on a réussi à enlever tous les produits chimiques, hormis le répulsif à fourmis pour les semis. Ouais. Je voulais savoir s'il y avait une solution. Non, c'est en fait la conséquence de la perte dans la chaîne alimentaire de tout ce qui était forficules, perce-oreilles, etc. Ce sont des prédateurs des fourmis. Et en plus, alors quand les fourmis sont là, elles sont le vecteur de plein de choses. Hein.
la plupart des fourmis dont on parle là, c'est l'Argentine, la dorée. C'est rare que ce soit la rouge, puisque la rouge, elle est aussi victime de la présence de la fourmi dorée d'Argentine, qui elle est omnivore et carnivore même. C'est un problème parce qu'effectivement, elle est vecteur de la fumagine, de la xylella, de l'oïdium, etc. Alors, il existe un piège à fourmis qui est produit, je crois, chez Neuendorf, qui est un piège avec un petit liquide. Alors, il faut être précis, parce qu'il ne faut pas que ça soit toutes les fourmis qui en soient victimes. Hein. Moi, je l'utilise dans mon potager, je sais que c'est un produit qui est utilisé et agréé par l'agriculture biologique. Vous avez un petit buvard dans une espèce de boîte, et vous l'imbibez avec cette matière. Quelle matière est une bactérie. Cette bactérie, une fois qu'elle a été, entre guillemets, pénétrée ou qu'elle a été ingérée par la fourmi, puisque cette bactérie est associée à du glucose, donc la fourmi est attirée par le sucre, ensuite elle va contaminer la fourmilière, et effectivement le remède est miraculeux. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est compliqué. C'est un des éléments aujourd'hui qui rend complexe la gestion d'un jardin bio. Voilà. Donc pour le semis, c'est pareil. Pour le semis, c'est encore pire. C'est encore pire. Ouais. Moi, et d'ailleurs en permaculture, puisque je suis un peu permaculteur quelque part sur les bords, je ne fais plus de semis en place. Je fais du semis en caissette. Sauf sur les grosses graines. Sauf sur les grosses graines. Ouais. Voilà, parce que c'est compliqué, tout ce qui est petites graines, c'est-à-dire radis, carottes et compagnie, c'est du sport. Hein. Merci. Merci. Peut-être ça sent la fin. En tout cas, on peut remercier Jean Laurent. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais il faut qu'on s'arrête parce que je voudrais pas qu'il tombe un peu d'inanimation parce que après des fois il s'écroule. Et en fin de compte, dans toutes ces conférences, je pouvais un peu paraphraser, sa richesse est un peu rhizomique. Vous avez remarqué que vous avez pu poser des questions et avoir des réponses dans des champs très diversifiés en partant toujours de la terre et du jardin. Donc écoutez, je vous remercie ici parce que vous êtes un auditoire intéressé et intéressant et que maintenant que nous allons conclure, nous vous invitons pour ceux qui ont déjà visité les jardins à aller goûter les smoothies qu'a préparé Julie, elle vous attend juste derrière. En passage, vous pourrez regarder l'expo qu'a réalisé la médiathèque départementale du Var. Et pour ceux qui viennent d'arriver et qui voudraient visiter le jardin, Jérémy se propose de vous faire une seconde visite et après la fanfare de la Redonne sera parmi nous pour pouvoir continuer cette journée et cette journée autour des jardins. Merci Jean-Laurent. Merci.